Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir. Merci Bonsoir, d'avoir mesdames. accepté l'invitation de France Info TV. Vous êtes eurodéputée Reconquête, vice-présidente du groupe Europe des Nations souveraines au Parlement européen. Mais d'abord, comme chaque soir, il est l'heure de retrouver notre cellule vrai ou faux. Bonsoir Léa Soulevitz. Bonsoir. Vous êtes intéressée aujourd'hui à une déclaration de Jordan Bardella. D'après lui, les certificats d'économie d'énergie vont faire grimper les prix du carburant, du gaz et de l'électricité. Vrai ou faux? Vous allez nous dire. On écoute d'abord Jordan Bardella. Ces certificats sont une usine à gaz qui relève en réalité qui est bien pire qu'une taxe imposée par le gouvernement. Il y a un risque très certain de voir augmenter dans les prochains jours jusqu'à 6 centimes le litre d'essence et dans les prochaines semaines d'à peu près 1 à 2% les tarifs réglementés de l'électricité. Alors, sauf que Léa, le gouvernement dit le contraire. Oui, le gouvernement dit le contraire. Et d'ailleurs, on va écouter la réponse que fait le ministre de l'économie Roland Lescure à Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, soit il ne sait pas de quoi il parle, soit il ment comme un arracheur de dents. Il parle de taxes, les certificats d'économie d'énergie, je vais y revenir dans une seconde, ce sont ni des taxes ni des impôts. Alors, qui dit vrai, Léa? Alors déjà, on va rappeler un petit peu de quoi on parle. Donc les certificats d'économie d'énergie, ça date de 2005 et ça permet de financer la transition énergétique. Alors comment ça fonctionne? L'idée, c'est donc que les fournisseurs d'énergie et de carburant, comme Total, Engie ou EDF, ils proposent à leurs clients des primes ou des coups de pouce en échange de travaux ou d'achats qui réduisent leur consommation d'énergie. Par exemple, remplacer une chaudière au fioul ou améliorer l'isolation du logement. Et c'est en finançant ces aides que les fournisseurs obtiennent ces fameux certificats. Et quand ils n'en ont pas assez, eh bien, ils doivent payer des pénalités à l'État. Et du coup, en quoi ça ferait augmenter le prix des carburants? Eh bien, en fait, début novembre, un décret du gouvernement a augmenté l'enveloppe globale de ces certificats. Jusqu'à présent, les fournisseurs d'énergie, ils devaient financer au total environ 6 milliards d'euros donc d'aides et de coups de pouce. Et en 2026, ça va passer à 8 milliards d'euros. Et donc, ce que dénonce Jordan Bardella, c'est que les fournisseurs d'énergie risquent de répercuter cette hausse sur les prix de l'énergie et donc notamment sur les prix du carburant. Et ça, c'est ce que dénonçait la Cour des comptes l'an dernier. Elle estimait qu'en 2023, ces certificats, ils avaient provoqué une augmentation de 4% du prix du carburant et de 2,9% du prix de l'électricité. Donc, Jordan Bardella a plutôt raison. Alors, les chiffres qu'il donne, 6 centimes de plus par litre, c'est les mêmes chiffres que ceux du syndicat pétrolier. Peut-être qu'ils sont surestimés, ça, on ne peut pas vraiment le dire pour l'instant. Mais sur le fond, oui, c'est plutôt vrai. Cette augmentation des objectifs des certificats, elle va très certainement en partie être assumée par les consommateurs. D'ailleurs, Engie a d'ores et déjà annoncé à certains de ses clients une augmentation d'environ 3,5% du prix du gaz. Par contre, ce qu'on ne peut pas dire, c'est que c'est une taxe ou un impôt, comme le fait Jordan Bardella, dans la mesure où cet argent, il ne va pas directement dans les poches de l'État. Mais au final, ce sont bien les consommateurs qui vont en partie assumer cet effort pour la transition énergétique. Et là-dessus, il a raison. Et le ministre de l'économie, il n'est pas aussi clair. Merci beaucoup, Léa Soulevitz. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai Faux. C'est le samedi à midi. Et le dimanche à 20h. Et le dimanche à 20h, le rendez-vous est pris. Sarah Knafo, vous le connaissez bien, Jordan Bardella, depuis longtemps même. Est-ce que vous parlez avec lui? Et si oui, de quoi en ce moment? On se croise au Parlement européen, puisque nous sommes tous deux députés européens. En effet, on se connaît depuis quelques années. Il raconte dans son livre notre rencontre, rue des Canettes, pour ceux qui s'en souviennent. C'est là où une large partie des étudiants de droite se sont rencontrés, avec déjà un peu cette optique de se dire qu'à l'avenir, on se retrouverait. On était de tous les partis. Moi, j'étais plutôt tendance les Républicains, dans une tradition, je dirais, plutôt gaulliste. Je me sentais très proche de Marie-France Garot, que j'avais la chance de connaître. Jordan Bardella était déjà au FN à l'époque, qui est devenu le RN. D'autres étaient chez Nicolas Dupont-Aignan. Et puis voilà, c'était toute une jeunesse qui se parlait, qui débattait, qui se rencontrait. Pour beaucoup, on lisait les mêmes livres, on regardait les mêmes débats. Il y avait une particularité aussi, si on peut dire, et c'est ce qu'il raconte dans son livre, c'est que tous étaient biberonnés aux émissions d'Éric Zemmour, qui a été une sorte de mentor pour tous ces jeunes, puisqu'il suivait ces débats à la télévision à une époque où la parole de droite n'était pas très présente dans les médias audiovisuels, et donc lui parlait notamment sur RTL, mais aussi dans le Figaro. Et il a été très longtemps une sorte de dénominateur commun pour toutes ces droites, pour tous ces jeunes qui ensuite sont allés militer dans différents partis. Alors justement, on parle beaucoup en ce moment d'union des droites, notamment parce que c'est effectivement dans l'air du temps, et également parce que dans le livre de Nicolas Sarkozy, il fait une sorte de
enfin, non seulement c'est une sorte de prophétie, mais c'est un souhait. C'est-à-dire, en gros, il considère que si on veut gagner, si la droite veut remonter la tête hors de l'eau, eh bien, c'est en ratissant large, en tendant la main à un certain nombre d'électeurs, et qu'on ne peut pas faire autrement en ce moment. Et il voit dans Jordan Bardella une sorte de Chirac au moment du RPR. Est-ce que vous discutez, parce que je prolonge la question de Sonia, est-ce que vous discutez, parce que les présidentielles, c'est quand même bientôt, il y aura probablement des législatives, est-ce que vous commencez à considérer qu'il y a une plateforme programmatique, quelque chose qui peut se faire avec eux? Est-ce que vous mettez au boulot, et éventuellement aussi avec la droite républicaine Les classique? Républicains. Donc, pour Est-ce qu'on travaille commencer, ensemble, voilà, c'est simple. je fais partie de ceux qui aimeraient qu'on travaille tous ensemble. Comme je vous l'ai dit, depuis ma plus grande jeunesse, depuis mes années étudiantes, j'ai cette conviction qu'un jour on devra gouverner ensemble, que pour gagner on doit être ensemble, et c'est la raison pour laquelle je prône l'union des droites. Je pense que l'écrasante majorité des électeurs de droite la veulent, y compris aux Républicains, il y a une majorité. Au RN, il y a 78% des électeurs qui la veulent, et chez Reconquête, c'est même 100% des électeurs. Dans les sondages, Et il c'est y a rarissime. un sondage est là, qui dit Les effectivement 100%, que c'est les électeurs de droite souhaitent. Et donc, pour l'instant, comment est-ce que ça se passe? Vous entendez comme moi parler de cette idée de la primaire de la droite. Je considère que c'est un premier moyen de faire un premier pas vers une forme d'alliance, c'est-à-dire de se dire il faut qu'on parte avec des idées communes, avec un socle programmatique commun, parce que l'union des droites, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est vrai qu'on a des divergences, et c'est la raison pour laquelle il est légitime que les différentes lignes existent. Moi qui suis plutôt partisane des libertés économiques, je vous dirais que le monopole en économie comme en politique, c'est très mauvais. C'est la plus mauvaise des choses, et pour les consommateurs et pour les électeurs. Parce que quand vous êtes un monopole, typiquement, s'il y a un parti qui est tout seul, pas de concurrence à côté, aucun autre choix pour les électeurs, d'une part, c'est plus la démocratie. Le parti unique, c'est la dictature. Donc il faut une pluralité. Et d'autre part, la situation de monopole, ça fait que le monopole ne se remet plus jamais en question, puisqu'il n'est pas concurrencé. Il met le prix qu'il veut. Il peut avoir un produit d'une qualité négative. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est important de dire que pendant 50 ans, le Rassemblement national a eu le monopole de la lutte contre l'immigration. Bien malgré lui, c'est parce qu'il avait été diabolisé par tous les autres partis. Il avait fait ce qu'il fallait pour l'être. Mais sur cette question-là, au-delà du fait de s'allier ou pas avec eux, de ce qu'on pensait de Jean-Marie Le Pen ou pas, le fait qu'il ait été tout seul, pendant 50 ans, à défendre la lutte contre l'immigration, a créé une sorte de monopole. Aujourd'hui, on y voit la rente du monopole, c'est-à-dire que beaucoup de gens continuent de voter presque par automatisme en se disant quel est le parti le mieux placé pour lutter contre l'immigration. Ils répondent le RN. Il y a beaucoup parmi ces gens-là, beaucoup d'électeurs qui se disent je suis prêt à sacrifier, par exemple, mes convictions économiques. Je suis prêt à sacrifier certaines exigences sur d'autres parties du programme parce qu'ils sont les mieux placés sur le terrain régalien. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire aux gens, vous méritez mieux qu'un moindre mal. On essaye de proposer une alternative, c'est-à-dire de casser ce monopole, de proposer de la concurrence. Je pense qu'on a déjà vu dans d'autres pays, dans d'autres temps, un parti qui commençait jeune et qui arrivait effectivement à concurrencer avec des idées que je considère meilleures forcément, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Donc pour répondre sur Nicolas Sarkozy qui dit le RPR, je crois qu'il a raison sur la partie régalienne. Jordan Bardella ne dit rien de plus choquant que ce que disait la droite RPR en 1990. Est-ce qu'il vous fait penser à Jacques Chirac comme Nicolas? Vous avez vu que Nicolas Sarkozy a dit Jordan Bardella me fait penser au RPR au temps de Chirac? Alors je t'entends répondre sur ça précisément. Je pense qu'il a raison d'un point de vue régalien. C'est-à-dire que Jordan Bardella ne dit rien de plus choquant que ce que disait le RPR en 1990. Vous vous souvenez comme moi des assises de Villepinte, ce jour où Alain Juppé, Jacques Chirac ont tous prôné une politique migratoire extrêmement ferme. Donc sur la partie régalienne, Nicolas Sarkozy a raison. Il n'y a pas d'anathème à jeter. Ils disent la même chose à peu près. On dit la même chose à peu près. C'est ce qu'on disait lors de la campagne de 2022. En réalité, on est le RPR des années 90. Je dirais qu'il y a une seule différence, c'est que le RPR n'était pas socialiste ou socialisant. Le RPR n'avait pas un discours prônant... Contrairement au RN, c'est ça? Absolument, contrairement au RN. Jordan Bardella, oui. Marine Le Pen, non. Non, moi je ne ferais pas partie de ceux qui font des différences entre les deux. Il y a deux lignes. Il y a deux lignes au RN. Quand on voit ce que dit le MEDEF, Ouais. à qui manifestement vous plaisez beaucoup, c'est pas moi qui l'invente, et à qui Jordan Bardella plaît beaucoup, c'est les solutions libérales qui leur conviennent, c'est pas le Rassemblement national de Marine Le Pen qui est traité de quasiment socialiste. J'entends cette musique. Si vous travaillez ensemble, en gros, ça veut dire qu'on est dans l'après Marine Le Pen. Potentiellement, j'entends cette musique, mais pour l'instant... Potentiellement, vous entendez la musique ou potentiellement on est dans l'après Marine Le Pen? Alors, potentiellement que dans l'après Marine Le Pen, on arrivera à faire une union des droites. En tout cas, je l'espère, et c'est pour ça que je me bats, donc je ne vais pas vous dire non. J'espère que ça arrivera. À l'heure où on parle, je considère qu'on ne peut pas être pro-business dans sa tête. On ne peut pas être pro-business uniquement en pensée ou en principe ou uniquement quand on est devant le MEDEF et qu'on fait des constats communs.
On est pro-business, ou on est libéral, ou on est en faveur de la liberté d'entreprendre quand on propose des mesures. Moi, je ne connais pas un programme de Jordan Bardella qui serait différent du programme de Marine Le Pen. Je l'ai entendu défendre les mêmes hausses d'impôts que Jean-Philippe Tanguy. Je l'ai entendu Vous n'en parlez pas avec chez lui vos de ça confrères. Vous êtes tellement proche, vous devez en parler. Je sais pas Qu'est-ce ce qui qu'il vous a dit fait dire qu'on était tellement proches. C'est vous qui avez dit, on se connaît depuis qu'on a 17 oui, ans. on s'est rencontrés il y a longtemps, mais j'imagine que vous aviez des amis à 17 ans que vous ne voyez pas tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, mais je ne fais pas de politique. Dit qu'on a la Je l'ai- comprendre avec Marion Maréchal aussi. Pardon ? Avec Marion Maréchal à l'époque, Oui. que c'était plutôt la ligne libérale qui vous séduisait chez eux et qui les séduisait chez vous. C'est juste ça. Sans doute. Donc je continue. Ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas être libéral uniquement dans sa tête ou dans son journal intime. Quand on est libéral, on a un programme libéral. Moi, je ne connais pas deux programmes différents au RN. J'en connais un, et j'ai entendu Jordan Bardella défendre chez vos confrères de France 2 la taxe sur la fortune improductive. C'est-à-dire une taxe qui considère que posséder un appartement, c'est productif, mais que posséder un portefeuille d'actions pour investir dans l'économie française et dans les entreprises françaises, ça, c'est improductif. Que posséder une assurance vie qui investit dans la dette française, c'est improductif. Ça, pour moi, c'est pas la définition ni du pro-business ni du libéralisme. S'il devient le candidat du Rassemblement national, si jamais Marine Le Pen était empêchée avec une confirmation qui serait condamnée en appel, vous comptez sur lui pour mener cet adjournamento du RN, pour aligner ses positions personnelles pro-business avec la ligne du parti? Une Vous pensez que ça se porte-parole fera à ce moment-là du RN, je ne suis pas une lobbyiste à l'intérieur du RN, on est un parti propre. Comme je vous l'ai dit, moi je vois plutôt des républicains, donc ma famille politique est plutôt de l'autre côté, plutôt à droite, de cette droite-là. Donc pour l'instant, nous on trace notre route, on est Reconquête, on ne va pas attendre un coup du sort, ni attendre que tout le monde se convertisse à nos idées, on va plutôt défendre nos idées. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. Sinon vous dites à tous les partis, essayez de faire que votre voisin se convertisse à vos idées. Ben non, on se bat parce qu'on considère qu'on a le meilleur pour faire l'union, programme. il faut plutôt être d'accord sur un certain nombre de choses. Pour faire l'union, justement, vous unissez des gens qui sont différents par nature, puisque sinon, c'est la fusion, c'est pas l'union. L'union, c'est vous avez des lignes différentes qui peuvent être complémentaires par certains aspects, où certains peuvent parler à un certain électorat, d'autres à un autre électorat, et à la fin, vous unissez vos forces. Comment je vois les choses sur cette question ? À mon avis, je vous le disais tout à l'heure, la concurrence est bonne pour tout le monde. C'est pas la division, la concurrence, c'est autre chose. C'est-à-dire que dire qu'on est concurrent, ça veut pas dire qu'on est adversaire, encore moins ennemi. On propose des lignes différentes aux Français. Les Français choisissent, et une fois qu'ils ont choisi, au premier tour, chacun fait son devoir au second. Chacun fait son devoir au second tour. Et là, ce que j'aimerais dire, c'est que ça paraît banal de dire ça, mais ça ne l'est absolument pas dans le sens où, quand vous aviez eu en 2012, Nicolas Sarkozy contre François Hollande, Marine Le Pen avait refusé de choisir entre les deux. Elle avait dit, ça c'est l'UMPS, moi je suis ni droite ni gauche, je choisis aucun des deux. Résultat, on a eu 5 ans de François Hollande et 10 ans d'Emmanuel Macron. Mais Marine Le Pen n'est pas la seule coupable, puisque quand elle s'est retrouvée face à Emmanuel Macron, à 2 reprises, 2017-2022, les LR ont comme un seul homme appelé à voter Macron contre Marine Le Pen. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ferait déjà un pas énorme vers l'union des droites si on se disait tous, quand je dis tous, c'est Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, David Lisnard, moi, Jordan Bardella, Marine Le Pen, quel que soit le candidat de la droite, Gérald Darmanin aussi, bien sûr. Non, mais je vous demande, oui, bien sûr. On essaie de faire la base de la primaire. Alors, j'espère bien que pour un Gérald Darmanin, s'il se retrouvait avec un candidat Reconquête ou un Jordan Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, il appellerait à voter plutôt pour nous que pour Jean-Luc Mélenchon, contrairement à Xavier Bertrand qui choisit les communistes. Donc j'espère bien que chacun saura faire son devoir au second tour. Il ne veut pas se rallier aux idées du Rassemblement national, il n'a pas choisi les communistes. Bien sûr que si. Xavier Bertrand, dans le Nord, il a appelé à voter communiste quand il s'était agi de voter contre le Rassemblement national. Ils ont appelé également à voter pour lui pour faire le barrage au Rassemblement national. Avec qui vous discutez du côté de LR? Est-ce qu'il y a des gens... C'est pas que je suis obsédée par la présidentielle. Non, vous aimez savoir avec qui les gens discutent. Non, j'aimerais bien avoir des programmes et de voir des bases de... Les bases programmatiques, alors, déjà, avec qui je discute. Vous avez cité dans une primaire éventuelle tout le monde, vous avez parlé de vous, pas d'Éric Zemmour. Ah non, je n'ai pas dit ça. Alors, est-ce qu'il y a... Je ne suis pas en train de chercher les histoires là où à mettre. Est-ce que lui peut inspirer la pensée ou je ne sais pas le programme et vous être propulsé vu votre compatibilité avec les LR? Est-ce que le problème se pose de se demander qui, le moment venu, est le plus à même de l'emporter? Moi, je pense qu'on a besoin des deux. C'est-à-dire que dans une élection, on a besoin des deux. Dans une présidentielle ou dans un... Non, pas de ticket, mais il y a différents individus dans des partis. Ensuite, si la question est quel est le candidat, moi, j'espère que ce sera Éric Zemmour. Si ça, c'est la question de qui sera le candidat pour la primaire. Mais il y a besoin des deux. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que l'un peut inspirer le programme et l'autre parler au LR?
Faisons les deux. Puisqu'il a le bon programme, qu'il soit le bon candidat. Et moi, je parlerai au LR avec joie. Je porterai mon discours, qui est un discours très axé sur l'économie, sur l'avenir du pays, sur l'avenir technologique du pays. Autant de sujets qui me passionnent. Et je pense qu'il y a besoin de plusieurs individualités pour réussir à faire une majorité. Laurent Wauquiez, vous avez fait une belle publicité en vantant cette primaire de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Il y a cette expression qui revient beaucoup depuis quelques semaines. En tout cas, lui, il a l'air de considérer que vous êtes peut-être la mieux placée pour représenter Reconquête lors de cette primaire de la droite. Alors, j'ai vu que par la suite, donc, il a proposé à Éric Zemmour une rencontre. Ils se sont vus. Ils ont abordé cette question de la primaire. Ils ont abordé la pertinence de cette primaire. Et ensuite, Laurent Wauquiez a été interrogé par un journaliste qui lui disait « Si Éric Zemmour remportait la primaire, est-ce que vous le soutiendrez pour la présidentielle ?» Et Laurent Wauquiez a dit « Oui, je n'aurais aucun problème à soutenir Éric Zemmour. » Donc, je pense que ça a été largement surinterprété, le fait qu'il ait cité mon nom au début, etc. Donc ça veut dire en clair que la personne avec laquelle vous avez le plus avancé et dont les sensibilités sont les plus proches des vôtres est Laurent Wauquiez. Je pourrais aussi vous citer David Lisnard. Je pense que sur le fond, on est tout aussi proche d'un Bruno Retailleau. Président de l'AMF. Absolument. On est tout aussi proche sur le fond, je crois, d'un Bruno Retailleau. Je mets au-delà de son bilan. Je pense que sur les objectifs, nous sommes proches. Évidemment, j'aurais tendance à vous dire que nous sommes les plus à même de mettre en œuvre un programme pour différentes raisons qui tiennent, à mon sens, au tempérament, à la méthode et à ce qu'on a pu voir une fois qu'il a été à la tête du ministère de l'Intérieur. Mais néanmoins, je pense qu'on peut s'entendre sur des lignes rouges communes et sur des objectifs communs. Vous le disiez tout à l'heure, l'essentiel quand on parle d'union des droites, une fois qu'on a dit il faut que tout le monde s'unisse, c'est de dire mais s'unir pourquoi ? S'unir sur quel programme ? Et je pense qu'on peut fixer des lignes rouges et des objectifs. Moi, ce qui me passionne, c'est se dire comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois la France éternelle, la France intemporelle, celle qu'on aime, et la projeter à horizon 50 ans, à horizon 100 ans, offrir une vision, se demander ce qu'on veut pour notre pays, quel avenir technologique, j'en parlais, quelle souveraineté. Quelle souveraineté face aux puissances qui montent et qui risquent de nous engloutir si la France n'a pas de stratégie. Ça, c'est la vision que j'aimerais qu'on porte. Il faudrait que ce soit une vision commune aussi pour se dire qu'on fera une majorité ensemble. Et ensuite, les différentes lignes rouges, à mon sens, sont claires. Aucune augmentation d'impôts n'est acceptable. L'urgence, c'est de baisser les dépenses et l'immigration n'est plus acceptable. On a donné notre part, il faut maintenant arrêter. Si ces 3 points... Pardon, excuse-moi. Si ces 3 points sont consensuels à droite, et je crois qu'ils le sont de plus en plus, en tout cas pour une large partie de l'électorat. Si je prends Jordan Bardella, plus le score d'Éric Zemmour, plus le score de Bruno Retailleau, vous avez 54% des voix. Donc on sent bien que la présidentielle de 2027 peut se jouer à droite. Donc maintenant, tout dépendra de l'intelligence des personnalités de droite. Ça. Vous n'avez pas peur des simplifications en matière de sécurité, d'immigration ou des dérapages qu'il a pu y avoir par le passé, aussi bien chez Marine Le Pen que éventuellement chez Éric Zemmour, c'est-à-dire une vision un peu, sommaire et rapide de l'immigration comme plaie éternelle, la sous-estimation des besoins économiques qu'on peut avoir d'immigration et le fait d'être dans une sorte de mantra qui est que c'est les immigrés qui sont responsables de tout. Vous n'avez pas l'impression que ce sont de vieux reproches ? Si vous voulez, quand on entend un certain nombre de propositions, quand on considère que l'AME est la source de tous les problèmes et de tous les déficits de la Terre... J'ai entendu personne dire ça. En tout cas, moi, je pense que vous ne pouvez pas me faire ce reproche, vous en conviendrez. Non, mais je ne le fais pas, je dis simplement... des besoins économiques, par exemple, vous ne pouvez pas me faire ça. Non, mais vous parlez beaucoup d'économie. Je dis simplement, est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de nécessité de passer à autre chose un peu, tout en étant strict sur l'immigration, si vous le voulez, mais pas en mettant l'étranger comme la tête de Turc? Je vais répondre. Premièrement, il serait stupide de dire que l'immigration est à la source de tous nos problèmes. On a énormément de problèmes qui viennent de nous-mêmes. La chute du niveau scolaire vient du fait d'avoir abandonné nos méthodes. L'économie vient du fait d'avoir un logiciel socialiste, un système de la dépense que j'ai pu observer à l'époque où je servais l'État, un système de la dépense totalement vicié. On a fait de mauvais choix en matière économique et ce ne sont pas les immigrés qui les ont fait à notre place. Donc, à la rigueur, on pourrait dire que l'immigration, vu l'immigration telle que celle qu'on accueille aujourd'hui, à savoir pas l'immigration la plus diplômée, etc., on pourrait dire que l'immigration aggrave nos problèmes, même si elle ne les a pas créés. Même si elle ne les a pas créés. Donc une fois qu'on a dit ça, je réponds à votre question. Est-ce qu'il y a eu des dérapages par le passé sur ces sujets migratoires, identitaires, etc. Quand bien même il y en aurait eu, force est de constater qu'ils n'ont pas empêché la prise de conscience collective. C'est-à-dire que ces sujets sont devenus malgré tout hyper consensuels, y compris à gauche d'ailleurs. Je m'intéresse beaucoup à ce que pensent les gens de gauche sur le sujet migratoire. Et même parce que moi, j'essaie... de Jean-Luc Mélenchon, il y a une partie des électeurs qui considèrent qu'il y a un problème. Exactement. Il faut le poser. Bon. Exactement. Et par exemple, qu'il faut réserver les aides sociales non contributives aux Français. Ça peut avoir l'air choquant sur des plateaux de télévision. Pour les Français, ça l'est pas du tout. Pour les Français, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs opinions, c'est quelque chose d'absolument banal de dire qu'il faut avoir contribué
cotiser et travailler avant de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Quand vous regardez le Danemark... C'est pas tout de suite. Je finis sur ça. Quand vous regardez le Danemark, la gauche social-démocrate, qui a arrêté l'immigration en disant c'est la seule manière de protéger notre système social. Si on n'arrête pas l'immigration, on ne pourra pas offrir au monde entier le fruit de la contribution des gens. Et figurez-vous que Danemark, c'est l'un des seuls pays d'Europe où l'extrême droite est à 3%. Parce que la gauche a fait le travail. Donc aujourd'hui en France, moi ce que j'essaye de faire, c'est de dépassionner cette question de l'immigration, de montrer à quel point elle est consensuelle, à quel point tout le monde peut être d'accord, quel que soit notre bord politique, et même quand on n'a pas de bord politique. Moi, quand j'étais une jeune femme en Seine-Saint-Denis, que j'avais peur le soir dans la rue, que je me sentais menacée, je savais même pas ce que c'était la droite et la gauche. Je savais même pas ce que c'était la différence. J'avais juste des aspirations normales d'une jeune femme normale qui voulait vivre en paix, en sécurité, dans un pays normal, qui a des frontières comme on en a toujours eu dans notre histoire, qui les fait protéger, qui n'accueille pas le monde entier. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de dépassionner cette question, de la désidéologiser pour montrer aux gens à quel point elle est consensuelle et banale. Il faut faire passer le RN à 3%. Un petit mot de l'actualité parlementaire et budgétaire. Sarah Knafo, vous êtes au Parlement européen, mais j'imagine que vous suivez évidemment ce qui se passe au Parlement français. Vous avez présenté, vous, un contre-budget, un plan d'urgence qui vise à faire 80 milliards d'euros d'économies, y compris les 4 milliards en privatisant France Télévisions. On ne va pas faire semblant que ça n'existe pas. On en dira un mot si vous voulez. Bah oui, mais le temps presse. Il est 19h53. Une question quand même sur ce qui s'est passé là cet après-midi. Vote à une très large majorité des députés sur le principe d'une augmentation du budget des armées, du budget de la défense de 6,7 milliards. Très positif. Très positif. En 2 mots, comme ça on pourra quand même parler de cette privatisation nécessaire et urgente. Ne vous inquiétez pas. En 2 mots, très favorable. Dans notre programme présidentiel de 2022, on avait fixé une augmentation des dépenses militaires qui devait se chiffrer à 70 milliards d'euros à horizon 2030. Avec Monsieur Lecornu, on est presque à 66 milliards, donc ça s'approche de l'objectif. Donc je ne critiquerai pas quelque chose que nous avons proposé. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Au-delà même du soutien à l'Ukraine, on a pas exactement le cas de la position du RN. Un devoir de puissance. C'est-à-dire que en tant que nation, on a le devoir de se protéger nous-mêmes. Et vous avez raison de parler de l'Ukraine. On voit ce que c'est une nation qui a besoin d'alliés extérieurs et on voit à quel point les alliés peuvent être versatiles, peuvent nous lâcher du jour au lendemain. La meilleure garantie, par exemple, que vous aviez soutenu pourtant. Vous regrettez ou pas ? Je pense que le mot soutenu n'est pas le bon. Moi, je suis allée en disant il faut nouer des contacts parce que ça va être un modèle, une sorte d'expérience à ciel ouvert. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait une interview sur France Info pour le dire. Donc vous prenez un peu vos distances. Il ne s'agit pas de prendre des distances, dans le sens où j'ai jamais été une militante trumpiste. J'ai pas de poster de Donald Trump dans mon bureau. Il envoie tout le monde dans le mur. Alors, pour le coup, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis juste, on se rend compte. C'est le cas sous Trump. C'était le cas sous Obama. Je rappelle que c'est Obama qui a abandonné la Crimée, quand même. On se rend compte que les États-Unis, c'est pas Donald Trump en réalité, les États-Unis peuvent du jour au lendemain se retourner en disant l'Europe ne nous intéresse plus. Nous faisons un pivot stratégique initié, rappelons-le, sous Barack Obama, le pivot stratégique qui vise à dire l'Europe n'est plus notre sujet. Maintenant, ce qui compte, c'est l'Asie. Et maintenant, c'est l'Asie qui nous intéresse. C'est pas Donald Trump qui le fait, c'est les États-Unis éternels. Donc en fait, Trump, c'est un peu l'Amérique sans masque, l'Amérique éternelle sans masque. Donc je disais qu'on a un devoir de puissance nous-mêmes et que le cas de l'Ukraine nous l'apprend. On ne peut compter que sur nous-mêmes. La défense d'une nation, c'est sa survie. Donc investir dans la défense, c'est nécessaire. Et si c'est Monsieur Lecornu qui le fait, je ne peux que dire que c'est bien. Allons-y. L'audiovisuel public, vous proposez la privatisation. Tout à fait. D'abord, même les groupes privés n'en sont pas du tout enchantés parce que ça leur prendrait du marché publicitaire. Je ne suis pas la représentante des groupes privés, mais de l'intérêt général. Je dis simplement qu'il y a un problème économique qui se pose, c'est comment faire vivre ces des chaînes, comment les acheter. Et ensuite, il y a eu un sondage récent qui est plébiscité, 69%, une bonne opinion. Wow. Bah oui, vous allez me dire que c'était 85 il y a 20 ans. Je l'ai lu en entier, le sondage. Donc plébiscite, c'est un peu beaucoup. Plébiscite, c'est un peu fort. Qui considère en gros que ça sert à quelque chose. Qui ont une bonne opinion, quand même. En fait. Une bonne opinion. Et sans me dire qu'on pourrait avoir 22 chirurgiens de plus. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes mes réponses en avance. Mais si vous m'invitez, c'est un peu facile. Si vous m'invitez pour défendre l'audiovisuel public et le fait que l'audiovisuel public est impartial, alors au moins faites preuve d'impartialité dans vos questions. Je demande d'abord la logique. Pour commencer, vous, c'est très ironique, vous faites la défenseuse des groupes privés en disant que même les groupes privés n'en veulent pas. Je le redis, je ne suis pas la défenseur, la lobbyiste des groupes privés. Moi, je défends l'intérêt général. C'est mon métier. J'ai été élue pour ça. J'ai été élue par les Français pour défendre leur intérêt. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas le fait que des chaînes privées vont toucher des revenus publicitaires plus faibles. Vous êtes sympathique de vous soucier des finances de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est légitime que les Français payent 4 milliards d'euros avec leur impôt, avec leur argent? Est-ce que c'est légitime que les Français soient des abonnés captifs qui doivent payer tous les ans 130 euros
d'abonnement forcé alors qu'ils ne l'ont pas décidé. Une fois qu'on a dit C'est ça, le principe des vous me impôts dites... de la sécurité sociale, vous me du dites- tout, hein. Le captif, c'est-à-dire qu'il y a un moment Donc vous donné, on peut pas. alors, c'est très intéressant, merci, vous me faites ma transition. Vous êtes en train de comparer la sécurité sociale, donc notre système de santé, à du divertissement, Non, à mais il y a des pas que du émissions, divertissement dans le à des service. émissions. On en arrive à la question fondamentale. Est-ce que c'est le rôle de l'État de produire des émissions ? Il y a les émissions religieuses, il y a des adaptations de fiction Est-ce que, française. mais est-ce que c'est Il y le a les rôle programmes de pour les l'État ? enfants. Est-ce que Il y le a- rôle de l'État est de faire de l'audiovisuel ? Mais Et là, c'est- pardonnez-moi, c'est un point C'est fondamental. 4 heures par jour dans Demandons-nous. la vie des gens. C'est pas quelque chose qui Demandons-nous. est ridicule. Mais vous savez, La télévision. vous savez que les Français peuvent passer 4 heures par jour sur des groupes privés. Mais j'en suis absolument convaincue. Est-ce que c'est nécessairement L'information, les émissions le rôle politiques de toute l'État ? l'année. Je réponds. Il y a un certain nombre d'obligations quand même. Dans le service public, on ne fait Vous, pas. vous savez que les chaînes privées ont des obligations. Ça s'appelle un cahier des charges. Mais Vous bien savez qu'on sûr. a même fermé C8 parce qu'ils ne respectaient pas ces Absolument. obligations selon l'ARCOM. Absolument. Mais il y a quand même un Donc il y a certain des nombre obligations. d'émissions qui Il ne faut pas n'existent. faire croire que quand c'est pas le service public, ce sera le Far West. On peut mettre un cahier des charges. Je réponds sur ça typiquement. On peut nous dire, s'il n'y a plus de service public, il y aura plus de culture. Déjà faux. Vous prenez Radio Classique, ça appartient à Bernard Arnault, si je ne m'abuse, il y a de la Mais culture. c'est la, En la- plus, la logique c'est pas- économique de ça Radio n'est pas- Classique n'est ça pas la n'est même comme si... que celle de la télévision. Non, vous avez raison. Celle de la télévision publique, c'est une logique d'engloutissement des impôts des gens, donc qui est toujours déficitaire. Je peux vous donner plein d'exemples, mais typiquement, si je reprends sur la culture, ça n'est pas comme si, pardonnez-moi pour France Info, ça n'est pas comme si vous passiez des concerts philharmoniques à 20h Oui. et des tragédies grecques le matin. Non. Bon, donc Parce qu'on a une fois qu'on a dit ça, vous faites ce que font les autres chaînes info. Et vous le faites correctement d'ailleurs. Enfin, c'est pas pour vous flatter, vous êtes de bonnes journalistes. Si jamais c'était le privé qui reprenait ce groupe, vous seriez sans doute gardé l'une On comme serait l'autre. pas viré, c'est ça que vous nous dites? Mais je ne pense pas que vous seriez viré. D'ailleurs, si ça marche, un homme du privé qui viendrait racheter France Info serait stupide de vous renvoyer si l'émission marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne veut pas dire que l'écran va devenir tout noir. Privatiser, ça ne veut pas dire que la chaîne disparaît. Moi, je suis pas comme Emmanuel Macron qui veut virer Énergie et C8. C'est pas trop mon Ou modèle. labelliser. À l'inverse, quand vous prenez TF1, parce que prenons quelque chose qui a marché, la privatisation, c'est pas une idée farfelue qui n'a jamais marché. En 1987, vous avez le groupe TF1, donc la première chaîne, qui est vendue au privé. Pouvait absorber ça. Qui est vendue Là, au toutes privé. les Mais études- vraiment, vous êtes soucieuse des intérêts Non, financiers je du suis privé, c'est soucieuse- fabuleux. Je ne suis Madame, soucieuse de rien. ça je sais s'appelle que la il y a un concurrence. marché. Il y a un marché. fait Il y a que un marché, la comme sur carte tous les peut marchés. servir Mais vous savez que votre est argument, déficitaire parce c'est qu'il faut- votre argument, madame, c'est exactement ce qu'on disait quand il y avait 6 chaînes de télévision et qu'on est passé à la TNT. On dira, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, il y aura 20 chaînes. Comment est-ce qu'on absorbera? Eh ben, les prix ont baissé, c'est tout, ça s'appelle la concurrence. Vous pensez qu'il y a Et des gens c'est qui pas passeront grave, le jour du les gens s'en Seigneur, remettent. toutes les obligations qu'on a, Mais, les- bien, mais vous savez comment? Vous savez comment? Vous faites un cahier des charges. C'est-à-dire que le jour où vous vendez, Donc vous refaites Faites quelque des chose comme un service Vous faites public où il y le a des cahier général de obligations. France Télévisions, c'est pas un comment groupe qui doit parler à tout le monde, qui a Est-ce que vous savez- une série d'objectifs, de neutralité, d'impartialité. Alors, non, n'allons pas sur Bah la si, neutralité bah si, et la pourquoi partialité, parce que sur ce sujet, pour le coup, le service public n'a aucune leçon à donner. J'ai lu Madame Arnaud dans Le service Figaro ce public n'a matin. jamais qui disait été que les- condamné pour des manquements à la neutralité ou à l'impartialité. Jamais. J'ai lu plusieurs décisions de l'ARCOM qui vous rappelaient à l'ordre. Et là, ça n'était pas CNews qui le faisait, c'était l'ARCOM Il qui y a eu le des faisait. rappels à l'ordre, il Il y a eu des excuses, il y a eu l'ARCOM des qui a explications, il y plusieurs- a eu des rattrapages. Il y a eu des rattrapages, parfois même les rattrapages On a étaient beaucoup manqués. d'antennes, ça Exemple, Les mises en le garde qui ne sont pas des les sanctions. fameux sondages où vous trafiquez les échelles. Alors, on ne sait pas qui trafique Ça, les c'est échelles. une erreur, c'est pas du J'ai trafic. entendu, c'était une erreur quand vous On l'avez. ne trafique pas les échelles sur France Info. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Sarah L'erreur Knafo. a été. Alors, On ce fait- n'est pas moi on qui l'ai fait- dit. Je vais citer Monsieur Adjari, le président de l'ARCOM, Allez-y. qui dit il est vrai que parfois sur France Info, il y a un manque de rigueur. Je le cite en commission Oui, d'enquête. mais ça ne veut pas dire un C'est lui qui, trafic. c'est lui qui le dit. Alors ensuite, quand on prend cette question des sondages, vous sortez un deuxième sondage, le deuxième est trafiqué aussi. Au bout Non. d'un moment, on se dit, il y a quand même un problème. Alors soit personne ne sait faire des échelles, vous n'avez pas de logiciel ici. Dans ce cas-là, ça fait quand même mal au cœur de payer avec nos impôts pour un tel manque de rigueur. Ou alors, ça a été fait à dessein et dans ce cas-là, Non, c'est Sarah scandaleux. Knafo. L'erreur Et dans ce cas-là, c'est l'erreur est scandaleux. humaine et L'erreur elle est n'était humaine. pas malveillante L'erreur est et humaine. elle a été corrigée. Est-ce que et c'est on une a- erreur humaine quand Monsieur Legrand dit on va s'occuper de Madame Dati? Est-ce que ça, l'erreur est humaine? Il ne travaille pas sur France Télévisions. Et d'abord, il a été. Thomas Legrand. Est-ce et que il c'est a été- l'audiovisuel il a été- public? C'est très compliqué. Est-ce Après, que c'est l'audiovisuel là, public? On ne peut pas ne pas aborder l'audiovisuel. Mais d'un autre côté, on Et est. il nous reste 20 secondes, on ne va Il pas est faire le difficile procès pour nous, de soit- Thomas Alors, Legrand. Privatisons l'audiovisuel public, ça permettra d'économiser aux Français 4 milliards d'euros par an, de faire une belle vente, parce que je suis sûre que vous trouverez repreneur, mesdames, sans vous flatter, de faire une belle vente, de gagner un impôt sur les sociétés, comme on l'a fait en 87 avec TF1, qui est devenu bénéficiaire très rapidement. Aujourd'hui, c'est un groupe qui marche mieux que le vôtre, qui dépasse indépendant. France On a Info. entendu, Indépendance on du a pouvoir. entendu votre point de vue et vous avez pu l'exprimer sur l'audiovisuel public ce soir. Merci beaucoup, Merci à vous, mesdames. Sarah Knafo, d'avoir été notre invitée. Les informés de France Info, tout de suite.